Cette ville, assise de l'autre côté du fleuve Rouge, au milieu des rizières du delta, c'est Hanoï, la capitale du Tonkin. L'un des bastions du monde libre en Asie, l'une des villes aussi dont on parle le plus dans l'univers et dont on a prédit plus d'une fois la chute et la destruction. Hanoï est toujours debout. Ses habitants vivent en paix. Ses rues et ses avenues sont animées. On y circule librement. Et cependant, presque chaque soir à Hanoï, on entend le canon. Dans l'Indochine en guerre, la bataille a fait rage au Tonkin et la France mène là, de l'autre côté des Indes, à 13 000 km de Paris, un des plus grands combats de son histoire sur une terre où les hommes respirent mal, sous un climat dur. Contre quel ennemi? S'il n'apparaît pas sur l'écran, c'est qu'il se terre comme d'habitude quand il n'est pas en force et qu'il attend la nuit pour bouger. Ces routes, ces rizières vides, ces collines et ces vallées ont été des champs de bataille sur lesquels on veille encore. Ces ruines ne sont pas l'œuvre du temps, mais de l'ennemi contre lequel se bat le corps expéditionnaire. Ces morts ont été abandonnés par l'ennemi dans les barbelés d'un poste attaqué. Ces populations malheureuses fuient leurs villages en flammes et leurs champs dévastés par la guerre et la domination du Viet Minh qui prend leurs riz et leurs fils. L'armée française aussi paie cher cette guerre qu'elle mène pour remplir ses engagements internationaux et pour maintenir l'Union française en défendant l'indépendance nouvelle du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Quant aux morts, il ne servirait à rien de les cacher. C'est en automne 1950 que la véritable bataille du Tonkin a commencé, par des revers. Le harcèlement que le Viet Minh exerçait sur nos troupes depuis des années s'est transformé soudain en une offensive dont on n'avait pas prévu qu'elle serait si rude. D'un seul coup, tout le Tonkin s'est cru perdu. Et les défenses qu'on établit en toute hâte ne semblaient plus capables de stopper un ennemi grisé par son succès. Pour arrêter la catastrophe, il fallut envoyer en Indochine un homme assez courageux pour jouer son prestige sur un terrain difficile et assez grand pour forcer la victoire. La situation était grave, elle devint tragique le 14 janvier 1951 à Vignette. Dans la nuit,
du 12 au 13 janvier, du vendredi au samedi. Ça a commencé sur la droite. Ce fut une bataille dont Delattre reconnut l'importance décisive et qu'il gagna à l'emporte-pièce parce qu'il n'avait pas le droit de la perdre, car c'était le sort du Vietnam qui se trouvait en jeu. Pour la première fois de cette guerre, le Viet Minh lançait à l'attaque 3 divisions bien instruites, bien armées et bien commandées. Delattre comprit que la guerre venait de changer de rythme. Il survola le champ de bataille en avion, gagna les postes de commandement avancés, interrogea les hommes qui avaient échappé aux premiers assauts, puis il se recueillit et il donna ses ordres. Il manquait d'hommes et il alla les prendre où ils étaient. Il préleva 7 bataillons sur l'ensemble de la Cochinchine et de l'Annam. Et comme il manquait aussi de temps, il réquisitionna tous les avions civils pour jeter en 48 heures des forces neuves devant un ennemi déjà sûr de son succès. À peine débarquées, de jour et de nuit, les troupes furent transportées en camion sur le champ de bataille, par des routes minées, au pied des collines, d'où déferlait l'ennemi vers la citadelle de Vignène. Ce qui n'était pas imaginable devint soudain réalité. Ce n'était plus un général français qui livrait combat. C'était le génie même de la guerre qui rusait, cognait, bondissait et retourna la situation devant les divisions ennemies stupéfaites. Ho Chi Minh avait promis à ses hommes qu'il fêterait le Tet, c'est-à-dire le nouvel an vietnamien, à Hanoï. Seulement depuis décembre, les données du problème n'étaient plus les mêmes. Le corps expéditionnaire n'avait pas reçu de renfort, au contraire, mais l'âme de l'armée avait changé. Delattre commandait. Ses ordres étaient transmis et ils étaient exécutés à tous les échelons avec ardeur. Et la fortune des armes changea de camp parce qu'un homme lui fit rebrousser chemin. Les seuls soldats du Viet Minh qui passèrent les fêtes du Tet à Hanoï furent des prisonniers. La guerre s'éloigna des tours de la cathédrale d'Hanoï. Le canon qui avait grondé pendant des semaines se tut. Dans le monde entier, l'étonnante nouvelle alla démentir la défaite annoncée trop tôt. Hanoï était sauvé, Hanoï respirait, Hanoï se remettait à vivre.